Alors messieurs, première actu, c'est bien évidemment les montagnes russes des actifs risqués depuis ce début d'année, et plus particulièrement sur le mois qui vient de s'écouler. Comment vous avez vécu justement ces chamboulements? Je dirais à la fois avec attention et à la fois de manière assez sereine, tout simplement parce que on a une conviction et un biais assez fort au cabinet sur les classes d'actifs réels. De par notre positionnement justement sur la finance éthique et solidaire, on a des clients qui recherchent de pouvoir matérialiser l'utilité sociale ou environnementale de leur placement. On a une composante de non-coté assez importante. Bien sûr. Oui, parce que tout le monde a à peu près une petite poche d'actifs cotés. Est-ce que vous avez senti de la part de vos clients une petite inquiétude un peu plus forte là, ces dernières semaines? Paradoxalement, alors oui, forcément, il y a des questions sur ce sujet parce que tout le monde lit à l'actualité, tout le monde voit qu'il y a des grandes incertitudes. Après, nous, comment on fonctionne, c'est qu'on a des scénarios macroéconomiques à moyen long terme et que dans ces scénarios, il y a des fondamentaux qui restent quand même malgré en fait tout ce qui se passe. Ouais. Et nous, dans les stratégies d'investissement, c'est quand même souvent les investissements progressifs, les arbitrages programmés qui dominaient pour justement se dérisquer sur cette classe d'actifs-là. Et donc, en fait, on continue cette stratégie-là, même si parfois il peut y avoir des réarbitrages en fonction des profils clients. Oui, parce que comment on se protège quand finalement on voit que la bourse descend, le crédit aussi, les matières premières aussi, le pétrole aussi, qui reste finalement à peu près que l'or, qui fait un peu office de valeur refuge. C'est-à-dire là, il faut vraiment aller dans le non-coté. Alors qu'on voit dans le non-coté aussi, il peut y avoir des perturbations, je pense notamment à l'immobilier. Où est-ce qu'on va trouver refuge? Justement, on va aller actuellement, on va aller trouver le refuge sur des produits indexés sur les taux d'intérêt. On a vu que les taux d'intérêt sont remontés quand même de manière assez significative depuis 2022. Ça a créé des opportunités aussi sur du financement d'activités avec des sous-jacents assez solides et qui génèrent des mécaniques de revenus stables par l'effet d'indexation sur les taux d'intérêt. Donc j'ai évoqué quelques classes d'actifs de ce type, mais c'est ce qu'on va retrouver sur les infrastructures, c'est ce qu'on peut retrouver aussi sur des produits monétaires ou certaines formes de produits structurés à capital garanti, etc. On entend beaucoup de CGP, de conseillers qui nous disent qu'ils aiment beaucoup ces produits pour différentes raisons. Quel est votre avis? Nous, sur les produits structurés, on n'a jamais été très favorable parce qu'en fait, il y a quand même les clients viennent d'abord nous voir pour les sujets de finance éthique et solidaire. C'est vraiment ça qui fait notre singularité. Et donc, le produit structuré en tant que tel, on voit qu'il y a quand même un sujet sur la finalité de l'argent. Nous, on s'est toujours aussi un petit peu méfié des produits structurés à gogo parce qu'on voit aussi bien l'intérêt des conseillers derrière, des banques, en disant en fait, on vend des produits structurés qui sont quand même des produits assez rémunérateurs pour les conseillers, pour les clients aussi parfois, mais donc nous on n'a jamais été pour le tout structuré et donc on en a fait quelques-uns sur mesure pour des clients dédiés, pour justement des personnes morales, des institutionnels qui avaient des besoins de garantie de capital ou des critères éthiques un peu spécifiques. Là on peut confectionner des produits sur mesure. On n'est pas trop exposé sur cette classe d'actifs, sur des produits de campagne, etc. Parce que sur ces structures de frais, pour vous, il y a un peu des warnings à avoir? Il y a trois enjeux, je pense, sur les structurés sur lesquels on a toujours été vigilant. C'est effectivement le partage de la valeur et notamment cette logique de structuré de campagne où on se rend compte quand on ouvre le capot que le partage de la valeur entre le structureur, le distributeur et le client n'est pas toujours très juste. Ensuite, il y a plutôt la réflexion fondamentale sur l'utilité d'un produit qui est dérivé, c'est-à-dire qu'on ne finance pas l'économie réelle, c'est un artifice financier qui permet d'avoir une dérivation. Donc finalement, exactement, donc un client qui vient pour chercher le sens, le positionner sur un produit structuré, il faut une grande pédagogie pour lui expliquer que ça va plutôt être un outil de protection. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en ce moment, ça a du sens dans un contexte, mais ça a un sens financier, pas un sens d'utilité éthique. Et ensuite, il y a un sujet de pédagogie financière, parce que c'est des produits qui sont extrêmement complexes et qui sont malheureusement parfois trop vulgarisés pour le client qui ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants et les risques qui sont pris. On passe à la deuxième actu, c'est le regain des valeurs défense. Alors là, c'est un peu comme les produits structurés en ce moment, on est en plein boom. Bloomberg recense 47 fonds investis dans les valeurs défense, liées à la défense et à l'armement. C'est un niveau qui n'a jamais été vu jusque-là. BPI France devrait lancer un fonds prochainement à destination des particuliers. Amundi va lancer un ETF. Enfin bref, on voit qu'on est vraiment dans un boom énorme.
Quel est votre avis, vous, là-dessus? Parce qu'avec votre positionnement éthique, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes un peu tiraillé entre d'un côté votre rôle de conseiller éthique et de l'autre votre rôle de conseiller financier? Alors, on s'apparenterait presque à une question de bac de philo. Merci. Il y a un On vrai... m'a souvent dit, je fais prof de philo. Ouais. Il y a un vrai sujet effectivement éthique, hein, mais un peu historique sur notamment qu'est-ce que la guerre juste, est-ce qu'une guerre est juste? Et donc il y a une vraie réflexion assez profonde qui là, pour nous en tant que conseiller financier, hein, sans rentrer dans ce débat philosophique, s'apparente à vraiment être à l'écoute de nos clients et à partir de eux, leurs attentes éthiques et leurs conviction. Une fois qu'on a levé ce sujet éthique, il va y avoir différentes manières de financer les valeurs de défense. Il y a déjà tout ce qui est aujourd'hui principalement exclu des fonds ISR, des fonds qui appliquent les exclusions principales, donc ce sont les armes controversées, etc. Après, et quand on finance des valeurs de défense plus fondamentales, nous, ce qu'on va regarder, c'est véritablement est-ce qu'on est sur des fondamentaux solide pour le marché de la défense de se développer, ou est-ce qu'on est encore à un balbutiement d'effets d'annonce, souvent politiques, et qui se matérialise par un opportunisme du secteur financier à la création de fonds, au développement, on voit d'ETF pour Amundi. Donc des fonds plus etc. marketing que vraiment… Exactement. Typiquement, il y a beaucoup de fonds de défense aujourd'hui qui sont mis en avant et qui financent des entreprises de défense américaines. Oui. Alors qu'on voit que l'enjeu, c'est l'émergence européenne. Parce qu'effectivement, on a vu que Wisdom Tree a lancé un fonds qui est uniquement sur les valeurs européennes. Je crois que celui d'Amundi doit faire pareil. Ça, pour le coup, c'est un changement. C'est-à-dire qu'on va financer des valeurs européennes, des entreprises européennes et non pas des entreprises américaines qui trustent une grande partie du secteur. Exactement. Donc il y a cet enjeu de dire est-ce qu'on finance réellement ce que nos clients attendent et dans le financement de ce que nos clients attendent, est-ce que les fondamentaux économiques et financiers sont là, en sachant qu'aujourd'hui, les entreprises européennes peuvent avoir tendance, notamment en bourse, à surperformer par des effets d'attente de capitaux publics ou d'investissements massifs qui ont été annoncés. Les canaux et les vannes financières ne sont pas encore effectivement branchés. Alors on l'a dit, ça arrive avec BPI France, ça va arriver. Ça arrive, mais il faut être capable de les lever. Donc. On va justement revenir sur un dernier sujet que vous vouliez aborder. Là, on va se projeter. C'est dans longtemps, mais pas si longtemps que ça. C'est sur le prochain projet de loi de finances, celui de 2026. On vient à peine de terminer un épisode très long et très compliqué. Sur quel sujet du PLF 2026 vous commencez déjà à avoir des inquiétudes? La première inquiétude, c'est sur le climat général que des difficultés de vote du budget et ce qu'on a pu connaître en 2025 renvoient pour le monde économique, pour nos clients entrepreneurs et pour la capacité de nos clients à avoir confiance en leur environnement, à se projeter et donc à investir. Ensuite, on a des inquiétudes plus spécifiques sur le PLF 2026. C'est d'abord lié à notre singularité. Notre cœur de métier, c'est le financement de l'économie sociale et solidaire et donc de structures de l'économie sociale et solidaire qui ont des modèles économiques et sociaux hybrides et qui dépendent à la fois de la confiance d'investisseurs privés, à la fois de modèles économiques et à la fois également de subventions ou de financement public, là où l'État estime que la mission sociale peut être remplie par des acteurs notamment associatifs ou de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a des dispositifs fiscaux, entre autres. Il y a des dispositifs fiscaux, il y a aussi des subventions. Alors il y a deux niveaux. Sur les subventions, rapidement, on s'est rendu compte en 2025 que le non-vote ou le décalage du vote du budget a entraîné des arrêts secs de subventions et des problématiques de trésorerie dans les structures à vocation sociale qu'on pouvait financer. Des structures qui ont des modèles économiques robustes, mais qui par, on va dire, des impayés de l'État ou des décalages de règlement de l'État qui leur devaient des subventions dues. Ça crée des problèmes de trésorerie. Voilà, on crée des problèmes de trésorerie. Donc ça nous inquiète de revivre cet épisode en 2026. Et ensuite, effectivement, un point plus fiscal, c'est que les investissements dans l'économie sociale et solidaire sont en partie soutenus par un dispositif, c'est la réduction fiscale IR-PME. Donc c'est la loi Madelin qui permet à un particulier d'avoir 25% de réduction fiscale sur le montant investi.
dans une structure de l'économie sociale et solidaire. Et ça, on voit que le sujet des niches fiscales revient sur la table constamment dans le cadre des économies. Surtout qu'effectivement, le gouvernement cherche encore à peu près, je crois, 60 milliards d'euros d'économies. Donc le prochain projet de loi de finances s'annonce encore plus compliqué à discuter que celui qu'on vient de boucler. Surtout que les prévisions de croissance ont encore diminué, on est passé de 0,9 à 0,7. Là, effectivement, ça s'annonce un peu compliqué. Merci du coup à tous les deux pour ce tour d'actualité. On passe à la suite. On va parler, on retourne en fait sur un sujet financier. On va reparler des valeurs, notamment les valeurs tech. On a interrogé Jacques-Aurélien Marciro qui a co-géré le fonds EDR Fund Big Data, un fonds massivement investi donc sur l'univers du numérique et les actions américaines. On l'écoute et on revient pour avoir votre avis là-dessus.